Merci Marianne Léniaud d'être avec nous en direct du Point d'ailleurs, puisque Bonjour. je reconnais les locaux derrière vous. Et merci beaucoup. Donc vous êtes la présidente du directoire d'Enedis. Vous avez, je crois, 35 millions de clients en France. Donc c'est vous qui apportez en fait le réseau basse et moyenne tension et l'électricité chez les gens, qui déployez par exemple le compteur Linky. Vous êtes au cœur du sujet qui nous intéresse et qui intéresse toute la France. J'imagine que je ne suis pas le premier à vous poser la question, mais on est tous ici et ceux qui sont derrière leurs écrans avides de le savoir. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver? Est-ce qu'on va avoir de l'électricité à Noël? Bien, merci de poser cette question. Je pense que vous l'avez dit, Enedis gère le réseau public de distribution d'électricité, qui est d'ailleurs en France le plus grand d'Europe, qui fait 35 fois le tour de la Terre. Mais la question que vous posez, en fait, n'est pas en premier lieu une question de réseau. Il faut partir du fait qu'à tout moment en France, la production d'électricité, que ce soit par des centrales nucléaires, hydrauliques, des installations renouvelables, doit être égale à la consommation d'électricité par les Français, par nos clients. Est-ce qu'on Si à peut un moment, préciser pour les gens, le réseau est à 50 Hertz, c'est ça, et à 52, ça saute? alors, absolument, enfin, en réalité, à tout moment, il faut qu'il y ait cet équilibre, dès lors que, comme on le sait, l'électricité ne se stocke pas. Et si à un moment, il y a un déséquilibre, en réalité, les éléments de production qui agissent sur le réseau vont commencer à fournir une sorte d'effort, comme quand vous montez une côte avec un vélo et puis une chaîne qui est, si je puis dire, en sur-régime, et à un moment, il y a un risque mécanique que ça casse. Et donc, pour éviter cette cassure qui endommagerait le réseau, mais surtout qui provoquerait un blackout, et un blackout, c'est plus d'électricité pour personne, et de manière générale qui peut durer un peu de temps, eh bien, il y a des protections qui se mettent en œuvre, et surtout on pratique ce qu'on appelle des délestages ou des coupures temporaires ciblées. J'y reviendrai comment ça marche, c'est votre question. Oui, 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 bien sûr. Blackout généralisé. Donc, ce n'est pas un problème de réseau, même si c'est le réseau qui va agir pour éviter cette situation. Ce que Oui. je voulais vous dire peut-être avant d'y revenir, c'est que bien sûr, tous les leviers sont mis en œuvre pour éviter d'en arriver à cette situation de coupure temporaire et ciblée qui pourrait intervenir si à la fois on a une production insuffisante d'électricité, et si on a une température, une météo extrêmement froide, et si on a, c'est le troisième critère, des importations d'électricité par les interconnexions en venant des autres pays européens qui ne seraient pas suffisantes. Alors, comment on fait pour éviter cette situation? On active d'abord tous les leviers. Alors, d'abord, bien sûr, on va y revenir aussi, la sobriété énergétique, l'effort de chacun. On sait que baisser le chauffage d'1 degré pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, conduit à une baisse de 7% la consommation d'électricité. D'ailleurs, la consommation d'électricité, c'est une bonne nouvelle, a baissé par rapport à l'année Vous dernière. n'avez pas trop froid d'ailleurs, parce que j'ai reçu un mail du Point aujourd'hui me disant qu'on allait baisser la température dans les locaux. Ça va? Écoutez, non, parce que d'ailleurs, en arrivant, j'ai trouvé qu'il faisait extrêmement chaud dans les locaux du Point. Dans les locaux des entreprises, nous avons actionné notre plan de sobriété, et donc nous sommes à 19 degrés, ce qui nécessite le port d'une petite doudoune, parfois au logo de nos entreprises quand nous travaillons. On en a des très jolis sans manches avec le logo Enedis à vous offrir. Mais au point, on a quelques efforts à faire pour être dans le plan de sobriété, mais je suis sûre que vous allez, comme chacun d'entre nous, vous y mettre. Donc avant d'en venir à ces mesures de chauffage, les leviers, c'est celui qu'on a mis en place récemment, ça a été beaucoup commenté en presse, qui consiste à décaler le déclenchement de la chauffe Oui. des ballons chaudes euh, des heures méridiennes, c'est-à-dire le milieu de la journée, pour les décaler à la nuit. Alors vous avez toujours de l'eau chaude, elle chauffe la nuit, donc c'est largement suffisant. Et cette mesure qui n'a l'air de rien, qui est technique, qui touche environ 4 millions de clients, elle rapporte, parce qu'elle est en place et elle fonctionne, c'est un grand succès, elle rapporte 2 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 2 centrales nucléaires ou l'équivalent de la consommation de Paris. Donc ça, c'est le premier levier qui est en place, il est actionné, il fonctionne. Le deuxième, qui est plus technique, c'est de baisser la tension
sur le réseau de distribution. Ça se fait en lien avec nos cousins du transport, RTE. Et là aussi, on économise par cette mesure technique qui est sans effet sur les clients, l'équivalent de la consommation de 2 à 3 centrales nucléaires, 2 à 3 gigawatts. Et puis ensuite, si on se retrouve dans une situation de production insuffisante, de météo très froide, eh bien, vous le savez, un signal écowatt rouge sera envoyé par RTE, et ça veut dire, attention, faisons un effort collectif, chacun d'entre nous, bien sûr les particuliers, mais aussi les entreprises, mais aussi les collectivités locales, mais aussi le résidentiel, hein, le tertiaire, pardon, les grandes surfaces, les bâtiments, les bureaux. On sait que là, il y a des gisements pour changer un tout petit peu nos comportements et passer ce qu'on appelle des pics de consommation. C'est quoi les pics de consommation? C'est le matin entre 8h et 13h, hein, quand on se lève, on allume bien sûr la radio. À 13h, ouais. Le matin, à 8h, sa cafetière, et puis le soir quand on rentre chez soi. Et donc, on essaiera de tout mettre en œuvre dans le cadre d'une sobriété partagée. Après, si on n'y arrive pas et qu'on doit recourir, s'il y a un problème, c'est le dernier levier, celui qui est une solution, certes dégradée, mais c'est quand même une solution qui permet, d'éviter le blackout, je pense que c'est tout ce qu'on veut éviter, et qui donc consiste à programmer des coupures d'une durée moyenne de 2 heures qui vont affecter des clients par roulement, donc pas plus de 2 heures, et avec des déroulements en préservant également ce qu'on appelle des clients prioritaires qui, eux, ne seront pas délestés parce qu'il s'agit d'hôpitaux, il s'agit d'entreprises travaillant pour le secteur de la défense, de centres névralgiques ou d'entreprises prioritaires. Ce sont les préfectures qui ont établi ces listes de prioritaires et donc ne sera pas coupé jusqu'à 38% de la puissance d'un département puisque ça fonctionne par département sous l'autorité des préfets. Alors ces coupures potentielles, elles sont pratiquées comment? Alors absolument pas par le compteur Linky, je crois que c'est important de bien le comprendre, mais directement sur le réseau de distribution d'électricité géré par Enedis en agissant sur ce qu'on appelle des départs, c'est-à-dire des lignes auxquelles sont rattachés des clients. Si vous êtes à côté d'un client prioritaire, vous n'êtes pas coupé, et sinon vous avez une coupure maximum de 2 heures. C'est assez proche de quand Enedis fait des travaux dans votre rue donc coupe l'électricité pour agir en toute sécurité. Ce qui veut dire qu'il restera l'électricité au point parce qu'il y a l'hôpital Pompidou juste à côté. Alors c'est intéressant parce que vous dites mais ça ne se passe pas par le compteur Linky. Et pourquoi vous prenez cette précaution? C'est parce qu'il y a encore un mouvement anti-Linky très puissant. On a vu ça dans beaucoup de villes, des mouvements complotistes. Et alors ça a été depuis un peu remplacé par le vaccin Covid, d'une certaine manière. Mais parallèle, mais simplement, je peux vous dire que le compteur Linky il est aujourd'hui déployé chez plus de 90% des foyers. 90%. Et nous avons déployé 35 millions de compteurs Linky absolument dans le délai qui avait été annoncé, dans les 5 ans 2016-2021 que nous étions fixés. Donc c'est déjà une première chose à signaler. C'est un grand succès industriel dans un coût qui était inférieur au budget initial. Et aujourd'hui, je crois que nos clients, on le mesure, sont satisfaits d'avoir ce compteur qui va leur permettre de mieux mesurer leur consommation d'électricité, de la connaître en direct. Comment? Il suffit de s'abonner, de charger l'appli Enedis à mes côtés. Et d'ailleurs, 25% d'augmentation chez nos clients. Donc, ils téléchargent, ils peuvent suivre leur consommation en direct au pas de la journée, de la semaine, de l'heure, et donc prendre conscience des usages de leurs appareils domestiques chez eux et de l'impact que ça a sur leur consommation. Alors bien sûr, il reste toujours des personnes qui sont opposées, c'est leur droit, mais je dirais qu'ils sont de moins en moins... Ça baisse. Voilà. J'ai une question à vous poser, parce qu'on a beaucoup parlé de renouvelables d'énergie. En quoi est-ce que vous, Enedis, dans le réseau de distribution, cela vous impacte le développement des renouvelables? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça et en quoi cela vous impacte? Alors, ça nous impacte parce qu'en fait, c'est nous qui le rendons possible. Aujourd'hui,
90% des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la petite hydraulique, sont connectés, sont raccordés directement au réseau Enedis. S'il n'y a pas de raccordement, ces énergies, elles ne sont pas en l'air, elles ne flottent pas dans l'atmosphère. Donc Et ça passe donc, pas par RTE. En fait, l'éolienne... RTE raccorde les très grosses installations au sol, soit solaires, soit éoliennes, et évidemment tout ce qui est éolien offshore. Vous avez vu que la France a inauguré récemment le premier champ éolien offshore à Saint-Nazaire. Il y a eu une visite du président de la République. Donc ça, c'est bien RTE, c'est le transport, sont les très grosses installations. Mais en France, 90% des installations, nous avons aujourd'hui 600 000 sites de production renouvelable qui sont raccordés au réseau de distribution. C'est x2 par rapport à il y a 3 ans, et nous devons encore aller jusqu'à entre 1 et 2 millions de sites de production renouvelable. Donc la première chose, c'est les raccorder au meilleur coût possible, le plus vite possible. C'est ce que nous faisons. Et ensuite, comme ces productions sont intermittentes, il n'y a pas de solaire. C'est un peu le problème, oui. Et s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de production éolienne. Évidemment, il faut piloter cette intermittence par le réseau, et ça change finalement profondément notre rôle, puisque autrefois le réseau de distribution d'électricité, l'électricité à la LED des centrales nucléaires, hydrauliques, très grosses unités centralisées, elle descendait par le transport, la distribution, c'était vendu jusqu'à vous, le client, et maintenant vous êtes peut-être vous aussi un autoconsommateur, c'est-à-dire un producteur pour vos propres besoins, mais aussi vous pouvez réinjecter sur le réseau l'énergie que vous produisez localement, peut-être pas par une éolienne installée dans votre jardin, mais plutôt par des panneaux solaires sur le toit de votre maison, d'autres hangars si vous êtes un agriculteur. Et donc ça, c'est aussi Linky qui rend ça possible, qui facilite l'autoconsommation. Et elle s'est développée de manière incroyable en France. Aujourd'hui, nous avons 200 000 autoconsommateurs en France. Ils étaient 3 000 il y a 5 ans. Qu'est-ce que ça représente comme puissance? Alors, ce sont des petites puissances. Donc, au global, on est sur des centaines de mégawatts. L'autoconsommation, ce sont des installations plutôt de petite puissance. On estime d'ailleurs que ces producteurs indépendants consomment à peu près 20%, et puis on revend 80%. Mais c'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer et qui peut être collectif. Ce n'est pas juste vous et moi, ça peut être des bâtiments. Et là, on parle d'autoconsommation collective, y compris dans des milieux ruraux. Il y a de l'autoconsommation aussi dans la ruralité. Ce n'est pas du tout un phénomène de métropole. Ça, c'est un changement profond. Donc, une électricité plus verte, plus locale, dans laquelle les citoyens, qui sont nos clients, s'investissent à chaque moment. Je crois que c'est un phénomène de société extrêmement profond, et on n'en est qu'au début. Alors, j'ai envie de vous poser la question inverse. Je vais demander il y a quelques minutes à Estelle Brachlianoff si c'était la revanche des ingénieurs, ce monde où il fallait faire des transformations assez profondes et par le business. Alors vous, c'est pas le cas parce que vous êtes énarque certes, mais surtout vous êtes normalienne et agrégée de lettres classiques. Mais alors, j'ai envie de vous poser cette question, mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvés là? Vous Alors, avez pas par hasard, parce que je travaille depuis 20 ans dans le secteur de l'énergie. J'ai occupé différentes fonctions au sein du groupe EDF, secrétaire général, DRH du groupe, patronne du développement à l'international. Je crois que je me retrouve là. J'ai quand même un bac scientifique. Je tiens à l'époque où ça s'appelait un bac C d'ailleurs, à le souligner. Mais je crois qu'une entreprise, c'est d'abord, bien sûr, c'est des chiffres, c'est des KPI, c'est du reporting, c'est des résultats économiques et financiers, sociaux et humains, mais c'est aussi un projet collectif. Et à Enedis, nous avons co-construit avec l'ensemble des 36 000 salariés un projet qu'on a baptisé industriel et humain, et finalement être embarqués tous dans un même récit collectif qui nous emmène dans un projet qui est aussi un projet écologique. On l'a baptisé écologique. Bien sûr, on est dans l'énergie, mais on est aussi une grande entreprise de services publics présente sur tout le territoire, aux côtés des collectivités locales, pour les aider dans leurs projets, dans le déploiement de leurs solutions de transition écologique. Et donc tout ça, c'est faire partager un sens, être avec des équipes
être au cœur d'un ADN de service public avec un projet sociétal très fort. Et donc, je m'y retrouve parfaitement. J'y suis très heureuse. Puis je crois qu'on n'est pas dans des cases, parce qu'on n'est pas déterminé par les études qu'on a faites, mais par l'envie qu'on a de faire bouger les choses, de transformer et de le faire, mais évidemment jamais seul, mais avec des équipes hyper engagées, motivées, comme le sont celles d'Enedis. Je crois que c'est connu de nos clients, bien sûr dans les aléas climatiques, mais au jour le jour, quand on raccorde des véhicules électriques à chaque instant, des énergies renouvelables, qu'on dépanne nos clients, qu'on leur répond bien sûr. Vous venez de parler des aléas climatiques. J'ai lu que vous étiez engagé à essayer de réduire les délais en cas de ce qu'on appelle un incident climatique. Alors, on a vu les incendies cet été, des inondations ici et là, de la sécheresse, des accidents, ce qu'on appelle parfois les événements climatiques extrêmes. Et finalement, ça fait partie de votre quotidien, ça maintenant, et ça va en faire partie de beaucoup plus. En Russie, il y a un ministère qui s'occupe de ça, qui s'appelle le MCHS, qui est le ministère des situations d'urgence. Disons un ministère des situations d'urgence. Est-ce que vous êtes une entreprise aujourd'hui des situations d'urgence où il faut se dire, bah oui, ça va faire partie de notre quotidien, ou presque, d'avoir des événements extrêmes. Est-ce que vous êtes une sorte de ministre de l'urgence aussi dans votre travail à vous? L'urgence et la gestion de la crise, elle est au cœur de notre ADN, et on a, comme beaucoup d'entreprises, avec la crise sanitaire de l'année dernière, si je puis dire, ajouté une corde à notre panoplie de gestion de crise. Mais c'est vrai que vous avez raison. Depuis toujours, on gère des aléas climatiques. Les Français connaissent ERDF, c'est notre ancien nom, aujourd'hui Enedis, par l'engagement extrême de ses salariés dans ces cas-là. On a d'ailleurs une force d'intervention rapide de 2000 salariés qui sont mobilisables pour aller aider une région qui serait touchée par des tempêtes, des inondations, et avoir des renforts qui sont mobilisés avec des équipements, des véhicules, et que maintenant on mobilise aussi par l'intelligence artificielle. En fait, on utilise la combinaison des algorithmes météo, nos algorithmes de pilotage du réseau, et on sait un peu mieux prévoir, entre guillemets, l'endroit où, si le vent souffle à 104 km/h à la pointe de Crozon, eh ben, ça risque de casser à tel endroit le réseau de distribution breton. On envoie des équipes la veille. Donc oui, l'aléa climatique, il fait partie de notre quotidien, et on se projette à 2050 dans une vision d'aléas climatiques qui vont être de plus en plus extrêmes, que ce soit de la canicule, de la sécheresse, on l'a vu cet été, ou du froid, mais aussi plus répétés. Et c'est pour ça que nous allons investir d'ici 2040 plus de 90 milliards, 96 très exactement, d'euros, pour à la fois rendre possible la transition énergétique dont on a parlé, raccorder des installations renouvelables, des voitures électriques, transformer vos chaudières fioul et gaz en pompes à chaleur électrique, déployer la 5G, mais aussi renforcer la résilience du réseau de distribution en l'enfouissant, en le modernisant, en le digitalisant et en rendant son pilotage toujours plus efficace. Donc, ça fait partie de notre vie de tous les jours, ça fait partie surtout de notre manière d'anticiper les risques que nous devons piloter dans le futur, et de se former et de s'exercer à cela. Dernière question, vous venez de parler d'investissements assez importants, même très importants, Marianne Legnaud. Au-delà de la crise actuelle, de certaines dimensions conjoncturelles, en tout cas on l'espère, de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il faut dire aux gens, honnêtement, l'énergie, ça va être cher, et ça va être plus cher dans les années qui viennent? On ne sait pas exactement combien, mais ça va être cher. On ne peut pas penser que ça va revenir à quelque chose de vraiment pas cher. Dans les années qui viennent, il y a une première chose qui se passe, c'est qu'on va sortir massivement des énergies fossiles pour atteindre cette neutralité carbone. Ça veut dire qu'on va faire deux choses. On va monter la part de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité représente 25% de la consommation finale des Français. En 2050, on sait qu'on sera quelque part entre 50 et 60%, donc c'est un x2, c'est considérable, et tant mieux parce qu'en France, l'électricité est largement, très largement, à plus de 95% décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Ça, c'est le premier mouvement. Et le second, c'est qu'en même temps, on va baisser notre consommation d'énergie au global en faisant beaucoup d'efforts de sobriété. Pour faire ces efforts, il faut aussi investir. Je vous ai parlé des investissements d'Enedis, et
peu près 5 milliards par an de manière durable. Donc, nous sommes un grand investisseur sur tout le territoire français. Nous entraînons une filière électrique et on en est extrêmement fiers, avec des achats qui sont locaux, qui sont beaucoup par des TPE, PME, des petites entreprises. Et oui, cette transition écologique, elle a un coût. Après, il faut aussi mesurer les coûts d'être dépendant des énergies fossiles, hein, le coût d'importation, le coût sanitaire avec des problèmes de santé, de pollution de l'air, de gaspillage des ressources, d'épuisement des ressources. Donc ça a un coût, mais il faut aussi tout faire pour que l'impact sur la facture finale du client soit le plus limité possible. Et donc pour Enedis, ça veut dire être efficace, être performant, être au service des territoires. Nous faisons payer le même prix. Je crois que c'est important. Il y a un coût, mais c'est aussi dans une solidarité qui permet d'éviter cette fracture énergétique tant redoutée. Le prix que payent nos clients pour le service que nous rendons, c'est le même que vous habitiez dans la Creuse ou à Paris, que vous soyez à 5 km ou à 100 mètres du réseau géré par Enedis, quels que soient vos revenus, vous payez un tarif qui est un tarif timbre-poste. Ça, c'est la fameuse péréquation, c'est un terme un peu technique, et c'est la solidarité aussi. Merci beaucoup, Marianne Lano. J'ai lu que vous aviez pour devise « Vivre pour apprendre et apprendre pour vivre ». Ça pourrait être la devise de Futurapolis Planète. Donc, officiellement, on vous la pique. Parfait, voilà. Vous voulez vous prévenir quand même. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Marianne. Merci. Merci, Marianne Legnaud. Merci, Étienne Vernel. À tout à l'heure. Il paraît que ça s'éteint le truc.